Cette édition est présentée par Darboz Figaro et Marie-André Bélange à l'antenne, à la mise en onde, Wilman Belzins. Bonjour Bélange. Bonjour Darboz, bonjour à tous. Insécurité pour débuter cette édition. Le policier Bernard Lafleur a été assassiné en milieu de journée hier à la rue Magloire-Amboise. Cet agent 1 issu de la 22e promotion de la PNH se trouvait dans son véhicule lorsqu'il a été abattu d'au moins 7 balles par des bandits armés circulant en moto. Les malfrats se sont emparés de l'arme de service de la victime mais n'ont pas emporté les 5 500 $ américains et 17 000 gold qu'elle avait en sa possession. Selon Maître James Saint-Jean, juge de paix de la section sud de Port-au-Prince, ces précisions. J'ai été recueilli par l'inspecteur Foucha Célestin, c'est responsable du commissariat Salomon, de l'assassinat d'un policier au nom de Bernard Lafleur. C'est 22e promotion, agent 1. D'après ça m'apprend, il a été tué monsieur vers 11h15 comme ça matin, devant Biggie Paul. Qu'est-ce que ça constate révélé? J'ai atteint de plusieurs projectiles. Combien? 7 à 8. 7 à 8 sont pas 4. Il a atteint dans le visage, dans la tête, dans l'abdomen et dans le pied, dans la main. Il est sur place. Exactement. Et celui qui est dans la machine neuf? C'est bien mon avel, mon ça lui conduit d'urgence. Là, atteint nos projectiles dans le dos. Pour lui, là, sur l'information pour moi étaler. Comme beaucoup à l'hôpital, là, beaucoup à l'information sur ça. Les gars, mon qui prend une balle, tu veux dire, dans le pied, il a travaillé dans le carouage, Biggie Paul là. Selon l'information, je vois que monsieur a atteint nos projectiles dans le pied. Selon le témoignage recueilli, qui est-ce qui commet ça? Monsieur le fin fait action, il y a 2 messieurs à bord de motocyclette qui allaient. D'après ça, la police a des armes sur lui, mais les armes, on va retrouver exactement. On va retrouver les armes. Monsieur a emporté? Exactement. Valise qui était dans la machine policière, il y a un la donne, et que mon n'a pas choisi encore là, investir les armes là. Mais là, il semble que Jodia, toutes les transactions dans nos banques dans la capitale là. C'est ça, effectivement, moi, dans la valise, moi, chéquier, côté du fait de l'action. Qui monte là, tout ça? Constaté 55 billets sur l'américain, il y a 17 billets 1000 gouttes. En tant que juge de paix, c'est auxiliaire commissaire du gouvernement. Puisque tu as des CBJ là, tu as SDPJ là qui l'a tout. Devant me faire pour ces balles là, SDPJ une copie constat, vous une copie dans le parquet pour capable saisir commissaire du gouvernement pour ce que Le policier Bernard Lafleur était le fils aîné de sa famille. Il a laissé derrière 2 enfants, selon 2 de ses proches qui s'étaient transportés sur les lieux du drame. Ces 2 proches du défunt policier étaient inconsolables. Suivez. Les amis qui de ça, qui me les a. Ouais, nous va vivre mes potes avec. Oh, ça son coup. Ça son coup. Vous prenez petite maman liée. Vous prenez petite maman, elle seulement qui travaille dans son bon. Maman qui a 4 petites, même seulement qui travaille là, vous prenez petite maman liée. Les amis, Anna, où est ça de prend? Et ça te prend là. Nous là. Nous là. À petit bout de ça, on avait nous. Mais ça remet nous là. La petite maman, elle même qui travaille là. Mais ça remet nous là. Vous écoutiez des proches du policier Bernard Lafleur assassiné hier à la rue Magloire en Amboise. Des bandits armés ont blessé par balle jeudi soir 2 agents de la PNA Wanamet, selon Abel Darius, le cousin de l'une des victimes. Il se plaint du fait que jusqu'à hier après-midi, les victimes qui ont été transportées dans un centre hospitalier de la commune n'avaient pu obtenir les soins que nécessite leur cas. Les policiers doivent subir des interventions chirurgicale. Abel Darius sollicite l'intervention du DG de la PNH et du ministre de la Justice. Écoutez ces déclarations au micro de Daphné Gédéon. Un cousin qui dans la police, c'est agent à PNA et qui travaille dans la prison civile Wanamet. Il habite Fort Liberté. Hier soir, il était 11h du soir. Ils tous les 3 étaient sur moto. Monsieur Emmanuel Modestin et puis c'est lui qui t'a conduit mon moto et puis de Fort Liberté à Wanamet, conduit de 20 à 30 minutes. J'étais presque arrivé dans la prison. Mon moto qui passait devant eux. Je pense que c'est un monde quelconque qui c'est même moto ça calcape puis devant qui ouvre cartouche sur. Il prend 3 cartouches, yon bokot, yon nan main, yon nan pied. Intervention par c'est pour 2 a
l'autre l'arrêt l'image en gardi. Ça arrivé hier soir, il était vers 11h du soir pour jusqu'on y a pour rentrer dans sa l'opération. Docteur a dit seul sa docteur a dit famille c'est hors de danger mais hors de danger comme son policier nous lancer appel là pour ministre justice là à DGPNH là avec l'autre autorité qui concerne qui a fait une intervention rapide et pour monsieur ça yo non l'hôpital actuellement et Wanamet que nous pas dévoiler pour plus sécurité mais nous mais et ça arrive dans nos autorités pour le moment et pour intervention qu'a fait et pour Emmanuel Modestin et pour l'image Gardi son façon et pour rentrer dans le bloc opération parce que le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Eddy Fortuné, a réitéré hier vendredi que des dispositions ont été prises pour freiner la flambée d'insécurité qui prévaut dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Le garde des Sceaux de la République promet que le CSPN, qui s'était réuni à l'extraordinaire mardi sur la question, mettra tout en œuvre en vue de rétablir un climat sécuritaire dans le pays. Nous l'écoutons. Au niveau gouvernement, nous déjà pris toute disposition pour nous couper l'insécurité qui va les terrains à Port-au-Prince surtout. Dans ce sens, mardi dernier, nous avons fait un CSPN à l'extraordinaire, dans la primature, côté que le Premier ministre était là, le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, DGPNH, nous avons chita pour nous réfléchir, pour nous comprendre le phénomène ça, qui va les terrains là, qui va le sortir. Et nous prenons toute disposition que nous avons tout plan, tout ça nous planifier pour nous couper l'insécurité. Mais nous prenons pile décision au niveau CSPN et dans le jour qui là, nous avons que un changement au niveau sécurité pays. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Eddy Fortuné, le porte-parole adjoint de la PNH, annonce l'annulation du gala prévu le 12 juin prochain à l'occasion du 22e anniversaire de la PNH. Une décision prise selon Gary Desrosiers en raison de la dégradation du climat sécuritaire dans le pays. Écoutez ces déclarations au micro de Diego Charles. Lundi 12 juin 2017, après la police a 22 ans depuis qu'elle existait, la base service dans la population. Nous comptons d'abord font messe action de grâce dans l'occasion ça, côté que tout officiel, le président, le corps diplomatique invité pour l'académie et à partir de 9h30 du matin, c'est déjà tout un gala d'anniversaire qui est envoyé parce que vu situation, vu problème cas d'insécurité justement que nous-mêmes que nous constatons autour, nous croyons que pas un cas à la fête. Pour les 22 ans de PNH, donc c'est une activité qui prévoit sportive, la messe traditionnelle, présidée par le Monseigneur Dima. Qui ça justement qui explique remonter l'insécurité ça dans le commencement mois de juin? Alors que quoi donc perception bail on remonté l'insécurité, leur considérer des chiffres. Même les sont grands qui sont victimes des phénomènes. Soit il y a 2, 3, 4, 5. Effectivement, il n'y a pas de sécurité pendant des semaines. Et nous réalisons à travers même les réseaux sociaux que nous n'avons pas eu peur qui crée sa population. La population, sécurité à son comportement tout d'abord. Et j'étais justement en collaboration, partager information autour avec l'autorité policière. La situation insécurité au pays est tellement grave, il oblige nous renvoyer ce gars-là ça. Mais est-ce que parallèlement la police a prêté bras croisés ou bien il y a des dispositions capable pour couper le phénomène? La police n'a jamais bras croisés et la police n'a jamais bras croisés. La police toujours fait tout ça capable au niveau parler pour l'action de sécurité. Tout le monde. Et la population, elle a presque capable de témoigner du dévouement et détermination de la police gagnée et la continuer à gagner pendant 22 ans qu'elle vient là et la continuer toujours. C'est certain que, j'aime toujours dire, a toujours eu des cas de sécurité, nous pas doit une responsabilité ça, et de responsabilité, et que nous gagnons justement pour nous donner sécurité. Et nous continuer justement et en fonction de moyens nous pour que nous capables faire tout ça possible pour que nous capables d'arriver combler pour que justement correction mais des trous et qui n'enregistrent. À partir de quelle heure la population a commencé à voir les résultats de disposition de la police? Disposition claire, présence de la police nous dans la rue, nous patrouille, nous service de circulation qui en branle. Bon c'est certain que à chaque fois situation ça paraît, lui demander justement une présence qui est beaucoup plus visible pour lui. Le porte-parole adjoint de la PNH, Gary Desrosiers. À ces marques des militants presse l'exécutif de nommer un commissaire du gouvernement définitif à la tête du parquet de ce ressort. Cela favoriserait, selon eux, un meilleur fonctionnement de l'appareil judiciaire dans le bas Artibonite, nous dit notre correspondant Guiliano. C'est facile. Dirigeant groupe militant engagé, conséquent Saint-Marc, GMAC, mandé à l'autorité de l'État central pour presser nommer un commissaire gouvernement définitif dans tête parquet tribunal civil Saint-Marc. Militant organisation
raison ça, estimé, li pas normal, pour Ville-Saint-Marc a fonctionné à un chef faquet AI depuis un bon bout de temps au niveau tribunal là. D'après GMAC, commissaire gouvernement AI a travaillé pour un groupe bien déterminé. Hervé Méristil, c'est porte-parole GMAC. Par exemple, jusqu'à présent, il y a un phénomène et commissaire AI côté utiliser chaque fois il y a besoin de faire pression pour pas gagner une décision sérieuse Jean Blanc, c'est toujours en question de commissaire AI. Parce que je veux dire, si il y a un bagage sérieux à faire, vous supposez mettre le commissaire définitif dans notre paquet pour mener la politique paquet Saint-Marc. Donc je dis soit au niveau gouvernement central ou bien au niveau département de Tibonite pour manipuler le Québec dans notre paquet Saint-Marc. Le commissaire AI pour continuer à faire pression pour empêcher justice, pour continuer à volontaire dans ce match. Le ministre de justice a parlé d'une question à faire finir à question volontaire. C'est-à-dire que pour mettre bois dans où les cap volontaires. Je veux dire, par contre, semaine, ça même, il y a de côté dans la commune, principalement 6e section, nous jouons deux groupes souterrains à manchette nommée et la police est puissante parce que la justice n'a pas décidé, n'a pas gagné en quel autre passé. Et ça fait la demande de pressé pour gagner un commissaire définitif nommé dans tête paquet Saint-Marc. Sinon, nous n'avons pas l'autre disposition. Puis loin, dirigeant organisation GMAC mandé gouvernement pour doter Ville-Saint-Marc un bureau pour moun qui fait passeport parce que li pas normal citoyen yo a monter vers au sinon Port-au-Prince l'air au besoin fait passeport d'après ça dirigeant organisation indiqué. Guiliano Sébastien Saint-Marc, Radio Vision 2000. L'Institut mobile d'éducation démocratique annonce l'organisation d'un colloque de 3 jours du lundi 12 au mercredi 14 juin prochain en son local à Delma 19. Cette activité vise à interpeller les autorités, sensibiliser la population sur la nécessité d'œuvrer à l'amélioration des conditions de vie des mineurs. Cette activité sera organisée dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de l'enfance ce samedi 10 juin et de la Journée internationale de la lutte contre le travail forcé des enfants le 12 juin prochain, a fait savoir Jessica Laloy, chef de projet au sein de l'IMED. Écoutez ses déclarations au micro de Réginald Aurélus. L'activité IMED, c'est un colloque de 3 jours, c'est-à-dire le lundi 12, mardi 13 et mercredi 14 juin 2017. Côté n'a organisé un grand colloque sous thème les beaux fils d'Haïti. C'est un espace côté que nous allons profiter pour nous débattre de situation mineure en Haïti. Une situation qui est dégradante et qui nous dit qui est alarmante. Donc nous souhaitons, à travers le colloque, ça, interpeller l'État et sensibiliser la population à la situation mineure qui est en Haïti. Comme dans les beaux fils d'Haïti, qui ça t'aime ça dit? Les beaux fils d'Haïti, en effet, donc on est en culture pays, nous, comment on concevoir un beau fils. Eh bien, nous voulons montrer que Timoun Sayo, il va y avoir même regard sur eux avec tout le Timoun. Pour discrimination, il y a une sorte de regard jeté sur eux qui dégrade. Colloque, ça, qui catégorie de monde que nous ciblés comme participants? Tout le monde qui a participé dans le colloque là. C'est au grand public, 1 heure pour 4 heures et l'autre jour c'est dès 8 heures pour 4 heures. À part de ça, qui ça gagne comme contenu pendant 3 jours ça? Eh bien, nous allons gagner des gens, par exemple, qui actifs de manière nationale dans la chaîne de protection mineure. Là. Donc tout le monde ça, au brigade de protection mineure, nous allons gagner tout le monde ça qui va rassembler pour parler de situation, de évolution, de ce que ça doit faire pour Timouni en Haïti. Timouni dans la rue, il y a un rêve. Donc nous voulons sensibiliser les autorités pour prendre des dispositions, pour faire des bagailles, pour dire que nous avons une politique publique. Ils mettent dire que nous n'avons pas besoin des décisions qui passent, des décisions temporaires. Pour nous, avons un moment pour nous faire fête Timoun et puis nous avons un plat manger, un maillot. Et c'est dommage que c'est ça toujours fait chaque année. Sur demande du sénateur Patrice Dumont, les étudiants de l'École nationale de géologie appliquée ont mis fin provisoirement à leur grève de la faim entamée il y a environ 10 jours à l'École nationale des infirmières. Ils menacent de reprendre leur mouvement si les négociations entre la commission de facilitation et le MNFP ne donnent pas les résultats escomptés. Michelot Xavier. Expulsés de la SONAPI le 27 mars 2017, les étudiants de l'École nationale de géologie appliquée allaient gagner les rues dans le souci de faire entendre leur voix. Le 12 avril 2017, les aspirants géologues avaient décidé d'occuper provisoirement les nouveaux locaux de l'École nationale des infirmières situés à la rue Oswald-Durand. Ce mouvement n'ayant pas attiré l'attention des responsables concernés, environ 15 de ces étudiants ont entamé le 31 mai dernier
Une grève de faim pour exiger que l'École nationale de géologie appliquée soit logée dans un nouveau local. Depuis 31 mai, nous commençons avec grève là, c'est avec tristesse tout, et frustration et domination tout, parce que nous allons attaquer une chose qui est vraiment terrible, qui va avoir des conséquences sur la santé. Nous ne passer la journée sans manger, ou pas qu'à boire de l'eau, le saccage. Parfois nous crions tout, parce que c'est difficile, nous pas de drap, sous ciment, nous coucher. Jusqu'à maintenant, là, nous avons l'estomac, toujours un petit sang. Très préoccupé par cette situation, le sénateur de l'Ouest, Patrice Dumont, a invité ses étudiants à mettre fin à ce mouvement de grève, indiquant avoir demandé au ministre de l'Éducation nationale de mettre sur pied une commission qui sera chargée d'aider à résoudre la crise. Face à l'insistance de l'élu de l'Ouest, les grévistes ont accepté d'observer une trêve. À partir de 8 jours, grève de faim font cesser suspensivement parce que nous étions pour parler avec le sénateur Patrice Dumont et 2 représentants du ministère de l'Éducation nationale pour nous définir un agenda de travail, nous te mettre revendications sur table là. À court terme, je te dis que c'est essayer si on a fait reprendre soin de santé. Et deuxièmement, nommer un nouveau directeur immédiatement et chercher un nouveau local pour héberger un gars. Mais c'est pas lever ou lever, me dit suspensivement, c'est-à-dire tout autant, tout ça nous défini là-dedans, nous pas arriver à terme, nous avons commencé automatiquement. Les étudiants de l'École nationale de géologie appliquée entendent reprendre leur mouvement si des résultats concrets ne sont pas obtenus dans le cadre des pourparlers entre la commission de facilitation et le MNFP. Si monsieur commence à réhydrater au bois de l'eau et puis fait une machine en la quoi. Mais et pas en grève qui les me dit suspensivement, faut nous très attention à ne pas oublier nous en affaire avec des hommes politiques à n'importe quel moment ils sont capables de passer nous dans la farine et puis rien pas résoudre. Donc nous même nous pas bataille pour un petit groupe monde satisfaire un intérêt personnel, mais c'est toute l'école là qui a besoin d'un changement dans l'intérêt pays, dans l'intérêt du commun. Ce vendredi, le coordonnateur général de l'Observatoire citoyen des droits humains, Joannem Erzius, a visité les étudiants grévistes. L'homme de loi a dit constater que la situation est alarmante, tout en affirmant détenir des preuves de la violation des droits de ses étudiants. Maître Joannem Erzius. Le constat, c'est que nous sommes en situation qui est alarmante parce que depuis le 31 mai, les étudiants ont entré dans une phase ultime qui c'est une grève de faim. Et nous constatons que malgré entrer dans une phase ultime grève de faim, personne n'a autorité, l'État n'a pas vu porter au secours, personne n'a pas vu au four et j'ai gardé pour connaître qui s'est passé. Nous dénonçons l'irresponsabilité de l'État dans la gestion de crise. Nous constatons qu'il y a plusieurs violations de droits. Il y a violations de droits d'abord à l'éducation parce que les étudiants il faut que les côtés pour fonctionner. L'État veut le droit à la santé autour parce que malgré entrer dans une grève de faim, nous constatons que personne, ni dans le niveau ministère de la Santé publique, ni dans le niveau éducation nationale, ni dans le niveau gouvernement, personne ne va venir garder qui ça gagne. OHDH paraît pour le jouer rôle intermédiaire pour le cas ici, une solution à crise. Et OHDH tout paraît tout pour lui engager toute procédure judiciaire pour étudier ça faire une réparation des droits qui violent. Cette crise qui ronge l'université d'État a trop duré, estime plus d'un. L'ENGA, l'ENS et plusieurs autres entités de l'UEH sont en proie à des mouvements de protestation d'étudiants qui réclament pour la plupart de meilleures conditions d'apprentissage. Michel Xavier, Vision 2000. La prestation de serment des AZEC, KAZEC et délégués de ville est prévue du 12 au 16 juin, alors que leur installation aura lieu du 19 au 23 juin. L'annonce a été faite hier par le ministre de l'Intérieur, Max Rudolph Saint-Albin, lors d'une conférence de presse au siège du Conseil électoral provisoire à Pétionville. Marie-André Bélange. Ce sont plus de 5495 élus locaux qui sont concernés par cette question. La distribution des écharpes à ces derniers a démarré le 5 juin dernier. Leurs prestations de serment et installation auront lieu au cours de la période allant du 12 au 23 juin. Tous les départements géographiques du pays sont concernés par ce processus qui se déroule sous l'égide du Conseil électoral provisoire, du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales et celui de la Justice et de la Sécurité publique. Max Rudolph Saint-Albin est le titulaire du MICT. Du 5 au 11 juin 2017, on a procédé à distribution écharpe à insigne pour élus locaux. Du 12 au 16 juin, après prestation de serment, nouveau élu ça. Du 19 au 23 juin, on a procédé à installation nouveau élu par les délégués départementaux et les vice-délégués. Ça a fait au niveau communal. Du 26 au 30 juin, ça aurait enregistrement et collecte de spécimens de signature. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Eddy Fortuné, assure que toutes les dispositions sont déjà prises afin de faciliter le bon déroulement de la prestation de serment des élus locaux.
Une correspondance a été adressée au président du CSPJ en vue d'instruire les doyens à travers le pays de prendre les mesures appropriées au niveau de leurs tribunaux respectifs selon le garde des Sceaux de la République. Au niveau ministre de la Justice, nous avons déjà écrit depuis mercredi que passé là, président CSPJ, M. Jules Cantave, pour prendre toute disposition pour instruire doyens et nous écrit commissaire gouvernement par nous dans 18 juridictions, nous voyons dossier tout élu déjà aller pour demander CSPJ pour instruire doyens pour recevoir prestation de serment tout élu ça. Pour permettre aux élus locaux de mieux comprendre le fonctionnement de l'État, leur rôle ainsi que leurs responsabilités envers leurs mandants, des séances de formation seront organisées en leur faveur, a annoncé le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Max Rudolph Saint-Albin. Il y a une formation d'encadrement. Dans la formation encadrement, il y a une rencontre d'orientation qui a fait à travers des forums dans tout le département. La formation, ça a visé premièrement à faciliter une meilleure compréhension de l'État. La informer tout élu sous exercice fonction qui ça rôle informer élu sous environnement institutionnel et administratif. Et enfin, approprier de bonnes pratiques de gouvernance locale. Selon le directeur exécutif du CEP, Uder Antoine, l'institution n'attend que la prestation de serment et l'installation des élus locaux avant de passer à l'organisation des élections indirectes. Au niveau de KEPA, nous sommes capables de dire non sans aucun doute que nous-mêmes nous prêts. Pratiquement, nous avons franchi toute étape au niveau préparatif, nous sommes capables d'avancer sans trop de difficultés. Par rapport à des délais qui fixés au niveau du décret électoral, là, nous-mêmes nous déjà prêts, sitôt que deux grandes étapes ça a franchi pour nous continuer avec responsabilité par nous, qui c'est organisation élection indirecte. L'installation de ces élus locaux reste et demeure une étape importante dans le développement des collectivités territoriales et la décentralisation du pays. Marie-André Bélange, Vision 2000. Alors que le processus électoral est en passe d'être totalement bouclé, de plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer la mise en place du Conseil électoral permanent. Interrogé à ce sujet, le vice-président de l'actuel CEP, Carlos Hercule, a rappelé qu'il revient aux trois pouvoirs constitués de l'État de prendre les dispositions nécessaires à cet effet, et ce, conformément aux prescrits de la Constitution de 1987 amendée en vigueur. De son côté, le ministre de l'Intérieur, Max Rudolph Saint-Albin, a indiqué qu'il faudra procéder à l'installation des élus locaux avant d'enclencher le processus de mise en place du Conseil électoral permanent. Leur déclaration. Pour former le conseil électoral permanent, il y a trois pouvoirs qui sont impliqués. Pouvoir législatif, pouvoir exécutif et puis le conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Yo chacun peut choisir trois monde. C'est eux qui connaissent qui monde y a choisi. Mais ou même comme personne, on est capable de manifester un intérêt, mais il était avec trois pouvoirs ça pour choisir monde. Dans nos gouvernements, nous même dans le ministère intérieur et collectivité, certainement nous là pour nous encadrer CEP dans toute disposition que la pris pour le prendre. Je dis pour tout ce qu'on dit la fête, il faut que élus ça qu'on a parlé il faut que yo installé, il faut que yo ait serment et c'est là nous y. Donc certainement tout appui technique possible et imaginable que qu'a besoin pour que ça fête, eh bien le gouvernement certainement a porté. La suite du journal. Environ 60 cadres issus de diverses institutions du pays ont reçu leur certificat hier lors de la cérémonie de clôture au Ritz-Kinam d'une série de formations en technique de management public, une initiative de l'Office de management et des ressources humaines implantée sur une période de 8 mois par l'École nationale d'administration et de politique publique ENAP en partenariat avec l'ENA de France. Cette formation a été financée par l'État haïtien et l'Union européenne. La coordonnatrice générale de l'ENAP, Marie-Chantal Dumé, a félicité les récipiendaires pour leur dévouement et a salué les efforts qu'ils ont accomplis en vue de réussir cette formation. Pour sa part, le coordonnateur de l'OMRH, Maître Josué Pierre-Louis, se dit convaincu que ces étudiants seront désormais capables de répondre aux exigences de la fonction publique et d'assumer pleinement leurs responsabilités. Tour à tour, Marie-Chantal Dumé et Maître Josué Pierre-Louis. Chers récipiendaires qui allez recevoir votre certificat en administration publique, nous avons apprécié votre grande motivation à apprendre et votre engagement. Nous remercions les 37 institutions, les responsables qui sont là, qui ont accepté de vous libérer
depuis octobre, une semaine par mois. Nous avons un mot particulier pour les cadres venant d'Aquin, du Cap-Haïtien, des CAI, des Gonaïves, de H, de NIF, qui n'ont raté aucune session de formation et de coaching, et ce, malgré les intempéries. Nous sommes heureux de vous informer que les jurys ont identifié des projets capables d'être mis en œuvre et même généralisés avec peu de modifications. Nous en citons 4. Les autres, il y a beaucoup de projets qui seront au fur et à mesure diffusés sur le site de l'ENA. Cependant, ce sont les changements que vous allez apporter au sein de chaque administration qui témoigneront de la qualité de cette formation. Je vous souhaite de pouvoir utiliser les compétences acquises pour la joie des usagers du service public. L'activité de ce jour coïncide avec la célébration de la Journée mondiale de la fonction publique le 23 juin prochain, dont le thème retenu est justement des ressources humaines valorisées au service du développement national. Aussi, chers diplômés, suis-je convaincu que vous êtes désormais mieux outillés pour mieux mettre en œuvre les missions qui sont les vôtres et assumer pleinement les rôles et responsabilités assignés par vos ministères respectifs. Dès le mois de septembre prochain, sous l'impulsion de l'OMRH, des concours d'admission vont être organisés pour le recrutement de 50 jeunes universitaires de l'Université d'État d'Haïti et des universités privées en vue de leur formation et par la suite de leur titularisation à des postes de catégorie B. Question de permettre à de nombreux jeunes d'avoir accès graduellement à la fonction publique par le canal de l'État. Et le recrutement de 30 autres suivra pour les catégories A à l'intention des universitaires venant du secteur privé en attente d'intégrer la fonction publique aux deux compatriotes de la diaspora désireux d'apporter leur contribution à la reconstruction de l'édifice national. L'un des récipiendaires, Karl-Henri Pierre, qui a pris la parole au nom de ses collègues, s'est montré satisfait des compétences acquises au cours de ces 8 mois de formation. Il en a profité pour remercier les différentes institutions qui ont rendu possible une telle initiative. Écoutez ses déclarations. Je suis très ému et honoré d'avoir invité à prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie de clôture du cycle de formation en technique de management public, et ceci au nom de mes valeureux camarades ici présents. En effet, aujourd'hui marque la fin d'une belle expérience professionnelle que nous avons eu à partager. Une expérience au cours de laquelle nous avons eu à jongler entre les séances de formation et de tâches professionnelles. Ces 8 mois passés à l'ENAF furent denses, non seulement en apprentissage, mais aussi, bien sûr, en émotions fortes, en échange. Et ceci dans une ambiance de stress, d'effort et de travail, de compétition loyale. Nous pouvons en être fiers des compétences acquises au cours de cette formation qui seront sans doute des atouts pour notre vie professionnelle et qui sera sans doute d'une plus-value considérable pour nos institutions respectives. C'est la raison pour laquelle nous tenons à remercier en premier lieu les responsables de nos institutions respectives de nous avoir autorisés à participer à cette formation, les formateurs haïtiens et étrangers pour leur professionnalisme, les coachs qui nous ont encadrés tout au cours de ce projet, les membres des jurys qui nous ont évalués et prodigué de bons conseils pour qu'on puisse mettre en œuvre nos projets dans nos institutions respectives. Mes chers camarades, aujourd'hui, mais elle marque aussi le début de cette nécessaire réforme dont nous avons la lourde responsabilité de figurer parmi les initiateurs pour nous attacher aux bonnes fonctions afin que nous puissions valoriser ces nouvelles compétences et les mettre au service de l'ensemble de l'administration publique nationale. Mes chers collègues, mes chers camarades, aussi lourde que puisse paraître cette réforme, nous savons pertinemment qu'elle doit commencer par l'effort de chacun d'entre nous ici.
Et cette réforme, nous allons la conduire comme suit. Un agent à la fois, un service à la fois, une direction à la fois, un ministère à la fois, pour aboutir à l'ensemble de l'administration publique nationale d'Haïti. Cette formation va dans le sens des réformes de l'État qui doivent conduire Haïti vers la voie du changement, selon l'ambassadrice de France en Haïti, Elisabeth Beton-Delegue. Il s'agit d'une formation qui porte sur les valeurs de l'État pouvant contribuer à la construction du pays, a-t-elle ajouté. Pour sa part, le représentant de l'Union européenne en Haïti, Vincent Degéa, affirme que c'est un pas important dans le cadre de la réforme de l'État haïtien pour une administration moderne et efficace. Écoutez les déclarations d'Elisabeth Beton-Delegue suivies de Vincent Degéa. Je pense que cette formation pilote, elle va beaucoup vous apporter, elle va apporter aussi aux administrations dans lesquelles vous êtes insérés. Je pense aussi, ceci renvoie historiquement, je dirais, à ce qu'a été l'École nationale d'administration qui s'est voulue interministérielle, je veux dire, dès le début, créer un corps de fonctionnaires qui soit à même de porter les valeurs de l'État pour reconstruire le pays. Je crois que dans ce rappel historique, il y a aussi à prendre pour Haïti. En tout cas, je pense que ça va tout à fait dans le sens des réformes qui visent à mettre Haïti sur la voie du changement économique, bien sûr, du changement social également, et de la création d'un État de droit au sens plein du terme. Le lancement des cycles de formation en technique de management public dont nous célébrons aujourd'hui la clôture m'avait permis de partager avec vous quelques réflexions, notamment sur l'importance de la mise en œuvre du programme de réforme de l'État haïtien dans lequel cette activité est inscrite, et vous arrêtez, madame, est financée également par l'Union européenne. J'avais alors rappelé l'objectif clé de ce programme cadre qui consiste à permettre à l'État haïtien de disposer d'une administration moderne, d'une administration efficace, d'une administration capable de servir et d'apporter des services de base à la population et ainsi de gagner sa confiance. Mais aussi de préserver, le collègue Elisabeth l'a rappelé tout à l'heure, l'état de droit et d'enclencher un processus de développement durable. Ce développement durable, il doit faire l'objet d'une mesure et des progrès réalisés à travers la mise en œuvre de nos politiques partenariales de développement. Désormais, avec les objectifs de développement soutenable, la question de l'efficacité de l'aide est posée sans cesse avec plus d'acuité. Mes derniers mots, mesdames et messieurs, sont bien sûr pour les 60 lauréats de ce premier cycle de formation, à qui revient maintenant la tâche d'appliquer ces nouvelles compétences acquises et de les transformer en énergie nouvelle, afin de contribuer à la création de cet appareil d'État dans lequel les fonctionnaires sont pleinement responsables de leurs actes et décisions et dans lequel les citoyens ont pleinement confiance. De 2014 à 2017, l'aide de l'Union européenne à Haïti est évaluée à environ 103 millions d'euros, a fait savoir hier vendredi le représentant de l'UE, l'ambassadeur Vincent Degéa. Il affirme que l'Union européenne est disposée à continuer à accompagner l'État dans ses efforts visant à effectuer des changements au sein de l'administration en public. Ces précisions. Il y a lieu de rappeler que l'Union européenne a versé entre 2014 et 2017 pas moins de 103 millions d'euros dans le trésor public au titre de l'appui financier. Une partie de ce versement est attribuable au progrès relevé dans le secteur de la réforme de l'État et a été accompagné par une mobilisation conséquente d'expertise. Alors quelques exemples. Comme exemple, sous l'égide de l'ONRH, nous pouvons citer la préparation d'une nouvelle grille salariale, le renforcement des directeurs des ressources humaines, qui a conduit à faire les tout premiers pas en direction d'un système d'évaluation de la performance des agents de la fonction publique haïtienne. Un autre chantier concerne la réalisation de pas moins de 8 audits organisationnels dans les ministères clés, les ministères dits dépensiers. Il s'agit, pour les nommer, l'économie des finances, le plan et la coopération extérieure, l'intérieur et les collectivités territoriales, les affaires étrangères, monsieur le ministre, est concerné également, la justice, bien sûr, votre collègue aussi de l'éducation est lui aussi concerné par ces audits organisationnels, les transports et travaux publics, ainsi que le secteur de la sécurité alimentaire.
Ces audits ne sont en fait qu'une première étape de la vaste refonte organique de l'administration qui doit aujourd'hui s'adapter rapidement aux défis du présent comme de l'avenir, et les recommandations demandent maintenant à être traduites en loi organique dont le travail est en cours et qui, je l'espère, aboutira bientôt. Un dernier exemple que je voulais évoquer concerne bien évidemment le présent cycle de formation dont la clôture nous réunit aujourd'hui. Je souhaiterais souligner ici l'excellente collaboration qui a eu lieu au cours des 8 derniers mois entre d'une part l'ENA. Il est bien évident et il est capital de maintenir la dynamique enclenchée par ces travaux et d'impulser le changement dont l'administration haïtienne a tant besoin. L'Union européenne reste disposée à vous accompagner dans ces réformes cruciales et nous avons démarré aujourd'hui une réflexion autour de la préparation du deuxième programme d'appui budgétaire, deuxième SBC, où la réforme de l'État doit pouvoir continuer à bénéficier de l'ensemble de nos appuis. Ceci nécessite toutefois au préalable un dialogue franc au plus haut niveau de l'État, un dialogue qui ne connaît pas de tabou et qui met au cœur de la discussion les sujets qui pèsent depuis trop longtemps peut-être sur le bon fonctionnement de la fonction publique haïtienne. Le ministre de l'Économie et des Finances, Jude Alix Patrick Salomon, a apporté hier vendredi des précisions autour du projet de loi de finances rectificative 2016-2017 et dont il a fait l'objet des motifs jeudi dernier par devant l'Assemblée des députés. Il défend ce projet de budget rectificatif qui fait déjà l'objet de nombreuses critiques, indiquant que celui-ci était un passage obligé douloureux pour le gouvernement, alors que les ressources ont diminué, les dépenses de fonctionnement ont augmenté du fait de certains engagements auxquels le gouvernement doit faire face à court terme, des engagements liés à la situation désastreuse au niveau des ministères de l'Éducation nationale, des Affaires sociales et étrangères, a justifié le ministre Salomon en guise de réponse aux critiques selon lesquelles ce document ne reflète pas les promesses de campagne de l'administration Moïse. Le ministre Jude Alix Patrick Salomon a de notre côté fait savoir que le budget pour l'exercice fiscal 2017-2018 est en cours d'élaboration et il sera déposé au Parlement à la date prévue à cet effet, soit le 30 juin prochain. Ces déclarations au micro de Lovely Stanley Numa. Le budget rectificatif que nous avons parlé là, c'est un passage obligé, mais c'est plus un passage douloureux qu'un passage conquérant. Ça veut dire que nous sommes obligés de faire budget rectificatif là parce que nous constatons une baisse de ressources qui normalement impactait sous disponibilité fonds que nous gagnons pour nous dépenser. Donc, premier élément, c'est que ressources ont baissé et ressources ont baissé pour qui ça? Première raison, nous avons toujours discuté, c'est le fait que tu aies une subvention pour prix produits pétroliers à la pompe là. Donc prévision recette que l'État a gagné, c'est normal que prévision ça a baissé. Mais en particulier, en dehors du fait que les ressources ont baissé, parallèlement, nous gagnons une série d'engagements qui viennent augmenter. Donc nous comprenons que j'ai une équation vient aussi un peu difficile. Ressources pour nous gagner baisser et puis dépenses viennent augmenter. Et en particulier, et ça c'est une situation que nous tous nous connaissons, c'est problématique enseignants dans le secteur public qui, pour certains, gagnent des lettres dans les qui ne pas toucher. Donc, il faut que nous gardions ce qui vient faire que le fonctionnement de l'éducation nationale vient nécessiter près de 700 millions de gouttes additionnelles. À côté de l'éducation nationale qui a un problème, ça, nous gagnons le ministère des Affaires étrangères, personnel diplomatique à l'extérieur, ils ont en difficulté de paiement pour eux, et ceci pour plusieurs raisons. Première raison, c'est le fait que quantité personnel diplomatique là augmenté de façon, je dirais, alarmante, plus que significative. Donc, ce qui vient faire que crédit de fonctionnement personnel diplomatique là, l'y finit depuis mois d'avril. En dehors de ça, gagner certains contractuels du ministère Affaires sociales, autour de 3000, qui viennent obliger nous à tirer à longe budgétaire additionnel pour affaires sociales tout. Donc, c'est les ministères qui étaient significativement, qui étaient un problème, qui étaient criant et qui viennent nécessiter des ajouts
de crédit, nous avons une équation qui est difficile, recettes moins baissées, dépenses moins augmentées et nous avons oublié dans le cadre de dépenses, gagner des engagements de dépenses additionnels que nous sommes obligés de consentir, notamment pour les dépenses électorales, CEP. Donc, en termes d'État responsable, nous sommes obligés de comprendre toute problématique ça et refond budget. Il faut que nous comprenions ni ressources moins baissées, dépenses de fonctionnement augmentées, résultat ou obligé de diminuer dans tout l'autre côté prévoir, dépenser. Pour faire analyse économiste Kessner Farel là, nous avons déjà bail prémission au départ et nous avons déjà constaté que nous sommes obligés malheureusement couper. Parce que c'est deux choses une, ou bien nous avons menti dans le budget, nous quitter toute bagaille, malgré qu'on baissé, malgré dépenses fonctionnement augmentées, nous quitter toutes dépenses même gens parce que nous ne voulons pas montrer que augmenter, en fin de compte, nous avons un budget par refléter réalité. Mais là, ça qui ça nous n'a pas l'obligé de faire, nous n'avons pas l'obligé de mettre dans le budget des chiffres fictifs de recettes que nous n'avons pas besoin. Et là, ça qui ça que tu as vu arriver, in fine, nous tomber dépenser, et puis, bout de la ta privé, 122 gouttes de bon dollar. Par contre, si vous comprenez. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire se plaint du faible budget alloué à ce pouvoir, seulement 1 milliard de gourdes. Dans des correspondances adressées au président du Sénat et de la Chambre des députés, le président du CSPJ leur demande de plancher sur ce dossier et d'augmenter l'enveloppe accordée au pouvoir judiciaire. Autre information, le syndicat des employés du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle annonce le déclenchement d'une mobilisation dans les prochains jours pour réclamer de meilleures conditions de travail. Le syndicat des employés du MNFP réclame notamment une revalorisation salariale et une carte de débit en faveur des employés ainsi que le paiement des arriérés de salaire des enseignants des écoles publiques et la nomination de ceux en situation irrégulière. Janvier Estatin, Irlande, Valérie Dorceus et André Fritz Mathieu, respectivement porte-parole, membre et président du syndicat, demandent au ministre Pierre-Josué Agénor-Cadet d'assumer ses responsabilités dans ce dossier. Ils disent accorder au ministre un délai de 8 jours pour répondre à leurs revendications avant de passer à la mobilisation. Écoutez leurs explications au micro de Réginald de Rélus. Jodi an, li pas possible, toute bagaille a monté technique. Pendant ça, les moun k'ap travail yo pas jamais changé. Gen moun qui pas même touché 10 000 gouttes chaque mois. Qui jan nous ta vle pour moun sa yo parler en moué. Depuis sous-ministre Nesmi Maniga, yo te promet employé yo yon ti carte débit pour yo te capable faciliter yo yon la vie meilleure qui jodi y a pas jamais réalisé pendant tout l'autre ministère yo baili tout l'hôpital qui dans programme assurance ministère faut ou gen l'argent en main ou pour payer tout service que y a barou dans l'hôpital là parce que au Fatma pas payer l'hôpital yo pendant ce temps chaque mois yo prend l'argent sous nous mes amis ça son crime nié n'a demandé ministre Cadet pour prendre responsabilité sous question ça pour employer yo joindre ajustement acte 4 là. Des professeurs, des directeurs, petit personnel là. Il y a des gens qui travaillent depuis 3, 4, 5 ans qui ont lettre mais pas touché. Il y a des gens qui a travaillé depuis 3, 4, 5 ans qui pour jamais gagner lettre c'est-à-dire régulariser yo. Nous demandons ministre ça, faut le dégager pour mettre Jean-Jacques pour le payer moun ça. Nous te ba ministre ça trêve là jusqu'au de la parler à la passer déjà. Il va jamais dire quoi que ce soit. Nous venons dire jodi à trêve la fini et nous ba un délai. Donc semaine si nous pas on a qui dit positivement n'a commencé faire compte qui est-ce qui s'est fait. Le président Jovenel Moïse était jeudi dernier à Petit-Gouave. Il a visité notamment les rivières, la digue province et Petit-Barrette qui représentent des menaces pour les habitants des premières et 12e sections communales en temps de pluie. Il informe que des dispositions seront prises pour faciliter l'irrigation des terres dans ces sections, nous dit notre correspondant Eugène Raymond. Président de la République là, Jovenel Moïse a visité rivière la digue en Provence qui dans 12e section, à rivière Petit Barrette qui dans première section communale Antigouave, chef l'État qui passé plusieurs temps à visiter rivière Sayo qui représentait une gros menace pour moun k'ap vivant dans environnement, fait qu'on est li pral rencontrer avec équipe gouvernementale là pour résoudre un problème rivière Sayo dans un mois.
ministre de l'Agriculture supposé venir dans la zone la semaine prochaine avec équipe pour que nous, mois après, on dit début mois juillet, même si nous dérapons, nous pompons de l'eau en attendant. Pour mettre dans le canal, nous rejoignons l'eau, que barrage à réflexion le fait. Ça veut dire réparation barrage à faire. Réparation barrage à longtemps en plus. Mais pour l'eau dans le canal, nous garantissons ça avant la fin du mois de juillet. L'eau dans le canal pour permettre aux jeunes de commencer l'année. Président Jovenel Moïse a été accueilli, délégué départemental l'Ouest là, Joseph Pierre Richard Duplan, député communal Jean-Memphis Alexandre, ak membre commission communale là, dans moment l'étape visiter Rivière Sayo. N'a précisé dans chaque zone, président arrivé, membre population zone nan accueilli ak pancarte nan main qui écrit ensemble revendication yo. Eugène Raymond, Tigouave, Vision 2000. Merci Eugène Raymond. La première dame de la République, Martine Moïse, accompagnée de la ministre du Tourisme, a participé hier vendredi à l'inauguration du centre d'interprétation du carnaval de Jacmel. Ce projet financé par l'ambassade d'Espagne en Haïti et l'UNICEF vise à perpétuer la tradition du carnaval en ligne. Alex Moïse. Première dame République là, Martine Moïse, accompagnée ministre touriste là, Jessie Menos, réalisé une visite quelques temps dans la ville Jacmel. Journée vendredi 9 juin 2017 là, Madame chef l'État est venue participer à l'inauguration centre interprétation carnaval Jacmel là, un projet qui jeune bourrel pays Espagne avec UNICEF qui vise Kembe en permanence activité carnavalesque dans la ville Jacmel d'après Madame chef l'État. Lorsque ou fin honorer artiste nan, œuvre li nan men qui ça va faire mettre le nom en moi côté poussière pas le couvrir etc. Donc nous que après carnaval la fini, faut gon côté pour que génération après yo capable voir qui c'est travail que nous même nous t'ai fait. Donc c'est ça que fait c'est une bonne idée pour que centre d'interprétation du carnaval ça ouais le jour pour que ti moun k'ap vini après nous capable qui c'est travail que nous fait. Ministre touriste là Jessie Menos les mêmes sous parle fait qu'on est cérémonie inauguration ça c'est un pas important dans ensemble activité ministère a dirigé a bien pour faire un pays. Et comme nous avons gagné un projet à tout avec l'UNESCO avec l'ambassade d'Espagne nous avons profité de l'occasion ça pour nous capable accélérer le processus pour nous capable venir inaugurer jeudi centre d'interprétation du carnaval de Jacmel. Et pour nous, c'est un grand événement que lié, parce que c'est un premier événement que le ministère tourisme fait tout, en réalité. Et nous venons particulièrement dans la ville artistique et touristique qui est Jacmel, côté que l'arrivée dans la ville, ça, au centre vraiment dans un superbe coin, et en belle commune, et en belle ville, côté que ouais, l'artisanat est partout et à travers la ville. Alors que l'ambassadeur pays espagnol dans le pays d'Haïti, Manuel Lorenzo Soubopal, renouvelle volonté pays espagnol pour continuer à soutenir Haïti, dans j'ai fait pour remettre l'activité touristique campée dans le pays. D'être assisté à cette inauguration, le ministère de la Culture avoir pu contribuer à la création de ce centre d'interprétation. Alors, un grand plaisir pour l'Espagne et c'est un signe de l'amitié haïtiano-espagnole. Il faut que nous disions toute cérémonie a été déroulée en absence de Madame chef l'État qui pas de carte en activité commencée sous prétexte qu'il y a eu juste dans Port-au-Prince. Alex Moïse Jacmel, Vision 2000. Merci Alex Moïse. À l'appel de la société Intercadre pour le développement durable, des dizaines de personnes ont participé hier à une marche pacifique à la capitale. La marche était partie du carrefour de l'aéroport pour aboutir devant les locaux du ministère de l'Environnement à Paco. Cette activité s'inscrivait dans le cadre de lutte de l'organisation contre la déforestation et la dégradation de l'environnement, a fait savoir son secrétaire général Jean-Pierre Fritzenel. Jean-Paul Louis, membre de la Fédération Groupement Planteur Bellefontaine, qui participait à la marche, a appelé les autorités à assumer ses responsabilités et à prendre des mesures afin de freiner les activités d'exploitation au niveau de la rivière Grise et la Morne-la-Selle. Le Morne-la-Selle, Jean-Pierre Fritz, est suivi de Jean-Paul Louis au micro de Jean-William Sévère. Parce que depuis l'environnement n'a fait impact dans tout le monde. Je ne dis pas chasser, je sensibilise les gens d'une façon pour prendre conscience. Pour ne pas jeter fatra dans la rue. Nous qui sommes pour planter des bois, pour planter des bois, pour capable protéger l'environnement. Parce que
et bien nous-mêmes, nous disons que l'État passe. Nous tant que groupe organisé, nous entendons nous disons qu'on nous met ensemble, nous ne participons pas nous, côté l'État même pour qu'à force l'État fait jeu participation. Petit Bellefontaine, moi présent, pour nous capables de dénoncer à toute force non. Il y a la rivière grise avec la rivière blanche a fait des dégâts dans plein temps. L'État qui pas fait conservation de sol à tête de la selle, je ne pas reboiser tête maintenant, il y a des paysans seulement à couper des bois seulement. Dès que tu as fait agricole, forêt, il fin de tri paysans au charbon, il coupe bois pour la chaux, et bien je dis toute l'eau qui sortit dans tête de la selle, il passe vini tabac et qui pète tout les vieux sachets plastiques, tout vieux déchets qui sont rivière grise. Donc c'est le monde qui fait qu'il y a une tête de tout. Des dizaines de personnes qui ont participé hier à une marche pacifique à la capitale. La marche était partie du carrefour de l'aéroport pour aboutir devant les locaux du ministère de l'Environnement à Paco. Cette activité s'inscrivait dans le cadre de lutte de l'organisation contre la déforestation et la dégradation de l'environnement, a fait savoir son secrétaire général Jean-Pierre Fritzenel. Jean-Paul Louis, membre de la fédération Groupement Planteur Bellefontaine qui participait à la marche, a appelé les autorités à assumer leurs responsabilités et à prendre des mesures afin de freiner les activités d'exploitation au niveau de la rivière Grise et au Morne-la-Selle. Et puis la fédération Lucienne Deschamps a procédé hier vendredi à la remise de prix aux 36 gagnants de la 30e édition du grand concours de dessin interscolaire national organisé chaque année. Ce concours qui vise à encourager et à promouvoir les arts plastiques dans les écoles haïtiennes a été réalisé cette année autour du thème les grands moments de l'histoire d'Haïti. Ce concours est destiné aux élèves de la fondamentale et du secondaire 1 de toutes les écoles. Les gagnants ont reçu le thème les grands moments de l'histoire d'Haïti. La fondation des kits d'art plastique a fait savoir le secrétaire de la fondation Lucienne Deschamps, Peter Frisch. Nous l'écoutons. Aujourd'hui, nous sommes au Cercle Bellevue pour proclamer deux activités de la Fondation Lucienne Deschamps, supportée par la Maison Henri Deschamps. L'objectif de ce prix, c'est de pouvoir encourager les arts au niveau des écoles, que l'art plastique soit une matière, que l'art, le dessin et tout ce qui a à voir avec l'art plastique puisse être vraiment développé et entretenu au niveau des écoles, que nous cherchons à encourager et à promouvoir au niveau des plus jeunes à partir de cette activité annuelle qui est le concours interscolaire de dessin qui, soit dit en passant, ne se limite pas à Port-au-Prince. C'est une activité qui est à l'échelle nationale. Nous sommes à la 30e édition cette année. Donc la première catégorie couvre les enfants de première, deuxième, troisième année. La deuxième catégorie, c'est pour la troisième, quatrième, cinquième année fondamentale. La troisième catégorie, c'est 7e, 8e, 9e année fondamentale. Et la quatrième catégorie correspond au nouveau secondaire. Les 36 finalistes, ils reçoivent un bon d'achat de 3000 gourdes, un kit d'articles de produits d'art plastique. Et maintenant, il y a également les 12 élèves lauréats, ça veut dire qui sont les élèves qui ont participé au concours et qui ont maintenant gagné, c'est-à-dire la première place dans chacune des catégories. Eux reçoivent en plus une tablette ordinateur. Pour les élèves de première, deuxième et troisième année, une licence pour utilisation des contenus numériques interactifs et de RETEL.